Le point de vue de l'entrepreneur, vous le savez, tous les mois, un chef d'entreprise vient nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a choisi le private equity pour accompagner, pour financer son développement. Emmanuel Strachnov, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes cofondateur et co-CEO de Bubble. Bubble, c'est une plateforme qui permet de créer des applications sans écrire une seule ligne de code ou pratiquement pas de ligne de code. Entreprise américaine, le siège est aux États-Unis, mais elle a été cofondée donc par un Français. C'est vraiment à la portée de tout le monde. N'importe qui peut créer une application en utilisant votre plateforme ? Alors, il y a une courbe d'apprentissage évidemment, mais aujourd'hui 90% de nos utilisateurs n'ont jamais écrit de code dans leur vie. Donc il faut passer quelques heures, je dirais peut-être 10 ou une vingtaine ou une trentaine d'heures pour apprendre l'outil. C'est pas beaucoup plus compliqué qu'Excel, mais une fois qu'on a appris à utiliser l'outil, on peut faire pas tout ce que peut faire un ingénieur avec du code, mais pas loin. Ouais. Quel type d'application est-ce qu'on peut créer avec Bubble ? Je veux dire, l'absence de code ou pratiquement pas de ligne de code, est-ce que ça veut dire que c'est limité à des applications relativement simples ? Alors, oui, on ne va pas aller aussi loin que du code. On ne va pas créer ChatGPT, par exemple, d'OpenAI avec du no-code et Bubble en particulier. Par contre, on peut aller assez loin en termes de complexité sur les comportements des applications. Pour parler en termes très clairs, donc ce qu'on peut créer, c'est des applications web ou mobiles très bientôt. On travaille là-dessus. Et pour donner des exemples de complexité, une plateforme comme Airbnb, par exemple, qui finalement est assez simple d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont soumettre des appartements, des gens qui vont les rechercher et les réserver. Ce genre d'applications qui sont très customisées. C'est-à-dire que chaque application a les mêmes briques élémentaires. Les briques élémentaires étant, encore une fois, de créer des entrées dans une base de données, de charger des cartes de crédit, des choses comme ça. Mais la façon dont on les agence est toujours un petit peu différente. Peuvent être faits avec du no-code, sans code. C'est complètement transparent pour l'utilisateur ? Ah oui, le but est qu'on ne puisse pas faire la différence. Ouais. Votre plateforme a permis de créer 4 millions d'applis et vous revendiquez aujourd'hui 1 million d'utilisateurs actifs. Quel est le business model ? Alors nous, on héberge tout. C'est-à-dire que si on permet aux gens de programmer, de créer des applications sans code, c'est pas pour leur dire après de prendre le code et d'aller chez Amazon ou Google ou Microsoft pour gérer leur serveur. C'est-à-dire qu'on est obligé de rester sur votre plateforme. On reste sur la plateforme, on héberge tout chez nous et donc vous ne payez pas en fait l'accès vraiment au logiciel, vous payez l'accès au cloud qui fait tourner l'application. Et donc le business model est sur le trafic. Évidemment, si vous avez une petite application qui a une dizaine d'utilisateurs par mois, vous allez payer beaucoup moins cher qu'une application qui aura 1 million d'utilisateurs par mois. On va parler dans un instant de la manière dont vous avez accompagné, financé votre développement. D'abord, votre parcours, vous avez grandi en Normandie. Oui. À l'époque, vous étiez déjà passionné d'informatique. Oui, c'était il y a longtemps. Mais oui. Avec des vaches pour voisins, Avec des vaches pour en voisines. l'occurrence. Vous êtes parti vivre en Chine depuis la Normandie, puis aux États-Unis. Quel a été le déclic ? La Chine revient, c'est une histoire familiale. C'est-à-dire que mes parents se sont rencontrés en Chine. J'ai grandi dans un univers assez cynisant, donc je ne me sentais pas forcément de commencer ma carrière aux États-Unis ou en Angleterre, ce qui était assez courant dans ma génération. Je voulais faire quelque chose de différent et pour ça, la Chine était un choix assez naturel finalement. Alors en Chine, vous avez effectué des missions, notamment chez China Mobile, chez également le prédécesseur de Xiaomi. Qu'est-ce que vous avez appris de la culture business en Chine qui vous sert encore aujourd'hui ? Alors la particularité de mon expérience en Chine est que c'était une expérience extrêmement locale. C'est-à-dire que les entreprises, je travaillais pour un cabinet de conseil européen, mais les entreprises pour lesquelles je faisais des missions étaient des boîtes très chinoises. China Mobile, on ne peut pas vraiment faire beaucoup plus chinois que China Mobile. Ouais. Et donc j'étais souvent le seul non chinois en fait dans l'équipe, que ce soit l'équipe de conseil ou l'équipe chez le client. Et donc je dirais ce que j'ai appris et de gérer l'ambiguïté, c'est-à-dire de ne pas comprendre tout le temps, parce que même si sur la fin mon chinois devenait assez opérationnel, je ne prétendrais pas avoir le niveau de compétence en chinois d'un chinois qui parle nativement la langue, et donc d'être capable de performer et de produire des choses qui sont utiles pour les clients sans toujours tout comprendre, demande une certaine tolérance à l'ambiguïté qui après, dans ma vie d'entrepreneur, m'a beaucoup servi. Ensuite, vous avez cofondé Bubble avec une situation que connaissent, j'imagine, beaucoup de créateurs d'entreprises, de jeunes entrepreneurs. Vous n'avez pas perçu de salaire pendant les 3 premières années. Oui, ce qui est assez long. Oui. On n'a pas levé d'argent pendant 7 ans. Donc Ouais. Et ensuite, comment et pourquoi vous avez choisi de lever de l'argent ? Pourquoi le private equity ? Oui, alors la vraie question est pourquoi on n'a pas levé de fonds au début, en fait. Parce que la plupart des startups, généralement, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de trouver des gens pour lever des fonds. Il se trouve que quand on s'est lancé en 2012, on s'est rendu compte assez rapidement que le produit qu'on essayait de créer était quand même très complexe. Ça avait déjà été tenté avant. Il y a beaucoup de gens qui avaient tenté de faire ça. Et ça prenait du temps pour arriver à un produit qui était assez bon, assez puissant pour que les gens veuillent jouer avec, d'abord jouer et après l'utiliser sérieusement et in fine payer. Et donc, un des challenges qu'on a quand on lève des fonds, que ce soit des fonds de venture capital ou des fonds de private equity, c'est qu'il faut quand même retourner l'argent aux investisseurs d'une manière ou d'une autre au bout de
quelques mois, 18 mois, généralement 1 an et demi, ou en tout cas être en mesure de faire une levée de fonds suivante. Et on a senti assez rapidement que ça prendrait trop de temps dans notre cas. Et ce qui nous a fait, après, passer plusieurs années, sans doute un peu trop longtemps d'ailleurs. Je pense qu'il aurait fallu lever plus tôt. Et donc, à votre question, pourquoi on a levé? Parce qu'à ce moment-là, on pensait on pouvait commencer à accélérer. C'est-à-dire que les 7 premières années, on a fait tourner la boîte un petit peu comme une PME. C'est-à-dire qu'à la fin, on était une douzaine de personnes, avec une communauté d'utilisateurs, mais finalement un business assez petit. Et là, on s'est dit, le produit est prêt maintenant pour pouvoir accélérer et acquérir de plus en plus d'utilisateurs. C'était la seule option que vous aviez envisagée en termes de financement? Non, enfin, l'alternative était de continuer à autofinancer le business. Ouais. Il y a certaines startups qui font ça et qui sont des vraies réussites au sens où c'est des startups qui créent de la valeur, qui font travailler une dizaine, vingtaine, cinquantaine, centaine de personnes et les utilisateurs sont très contents. Mais ce n'était pas notre ambition. Nous, notre ambition est de devenir vraiment le leader mondial de la programmation sans code et on pense que ça peut devenir le standard de programmation du futur. Et je pense que pour ça, on ne pouvait pas le faire sans lever des fonds. Vous savez ce qu'on dit toujours, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Comment est-ce que vous avez choisi le fonds qui vous accompagne aujourd'hui, Insight Partners? Alors, Insight est notre deuxième fonds Oui, principal. il y en a eu On un a fait une premier. première levée de fonds qui était un petit peu plus petite en 2019. Ça revient essentiellement à un fit personnel en fait, avec les équipes avec lesquelles on parle. Alors, Insight en particulier est un très gros fonds. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont à peu près 600 professionnels, donc c'est une certaine opération. Donc évidemment, on n'a pas parlé avec les 600 personnes, mais l'équipe avec laquelle on a interagi pour le deal, ça revient à un fit. Pour la petite histoire, c'est le premier fonds d'investissement qui nous a contactés bien avant qu'on lève des fonds pour notre premier tour de table. C'est-à-dire que je crois que quand l'entreprise avait 3 ans, ils nous avaient commencé à nous contacter. Et donc on avait construit une relation au fil du temps, ce qui fait que quand il s'agissait de signer la term sheet et donc de lever des fonds, c'était une décision assez naturelle. Avoir un fonds autour de la table, ça change parfois la donne. Le mois dernier, Jean-Mathieu Bizot, le PDG d'Opteven, était notre invité à votre place. Il nous a notamment expliqué pourquoi l'exigence des fonds de private equity avait permis au final à son entreprise d'aller plus loin. Écoutez-le et puis vous réagirez après. On a sûrement fait beaucoup mieux grâce effectivement à des conseils. Un fonds, c'est un aiguillon. Hein, c'est pas forcément des spécialistes de votre métier, donc c'est pas sur votre métier qui va vous apporter des conseils, mais c'est sur vraiment des sujets critiques, l'internationalisation, qui sont spécifiques à la taille de votre entreprise et aux différents challenges que vous devez avoir en fonction de l'histoire. Vous avez le même sentiment, un fonds, c'est un aiguillon? Oui, c'est-à-dire qu'il nous force à performer. Enfin, il ne nous force pas, mais il nous incite à performer. C'est-à-dire qu'in fine, on a gardé le contrôle de l'entreprise aujourd'hui, donc ça reste notre maison, moi et mon associé, et on la dirige comme on l'entend, mais d'être en contact avec un fonds qui a investi dans des leaders mondiaux dans plein d'industries ne peut que nous motiver et nous pousser à performer mieux, nous et évidemment l'équipe derrière, avec nous. Alors vous avez une particularité, c'est que vous avez toujours le contrôle de l'entreprise, vous et votre associé de départ. Oui. Hein, le fonds n'a pas pris le contrôle. Néanmoins, est-ce que vous avez le sentiment que le fonds vous a apporté beaucoup de choses? Je pense notamment à un carnet d'adresses. Carnet d'adresses, je ne sais pas. C'est la marque. Dans certains cas, c'est utile pour aller à l'international. Pour certains cas, c'est utile. Après, on est dans un modèle où on ne fait pas encore de vente directe aux grandes entreprises. On est vraiment sur ce qu'on appelle la long tail. C'est-à-dire qu'on a des millions d'utilisateurs, vous le disiez, 1 million d'utilisateurs. Et donc, c'est un modèle de marketing. C'est-à-dire que les gens doivent entendre parler de nous et après aller sur notre site Internet pour créer un compte et apprendre à utiliser l'outil et commencer à développer des applications. Et donc, ce n'est pas quelque chose où le carnet d'adresses forcément sert beaucoup. Là où les fonds nous ont vraiment aidés, c'est sur certaines compétences assez pointues que nous, on n'avait pas forcément en interne, ou comme ils l'ont vu sur, je sais pas maintenant, des centaines de participations, ils ont des équipes qui peuvent vous aider, un petit peu comme le ferait un cabinet de conseil. Mais déjà, vous ne les payez pas et après, ils sont plus investis dans votre réussite qu'un cabinet de conseil. Ouais. Frédéric Stollard vous a écouté attentivement. Frédéric, vous avez une question pour Emmanuel? Oui, l'argent que vous avez levé, Emmanuel, finalement, vous avez levé des capitaux importants. La raison d'être de cette levée de fonds, c'était quoi? C'était pas pour acheter des actions, vous n'avez pas vendu les titres. C'était du new money. À quoi a servi ce new money? Quel était l'objet de cette levée de fonds? Principalement développer le côté technique de l'équipe. Enfin, nous, on est dans un métier où il s'agit vraiment d'embaucher des gens. C'est là qu'est le plus gros de nos coûts. Et on était sous-staffé par rapport à la complexité de ce qu'on essayait de faire. Ce qui est un peu le cas de la plupart des startups. On commence toujours en étant plus petit que ce que ça devrait parce qu'on part de rien. Et donc, on avait beaucoup de gens à recruter. Donc, on a fait beaucoup de recrutement. L'autre chose où on a investi beaucoup, c'est le marketing, justement. Donc, faire que plus de gens connaissent Bubble pour que l'entreprise continue à croître de façon satisfaisante. Lorsque le fonds actuel sortira, par quel type d'investisseur est-ce que vous souhaiteriez le remplacer? On verra ce qu'on peut faire, mais moi, mon objectif est d'être une entreprise plus cotée. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui sont contents de faire des exits via une acquisition.
la plupart des acquisitions, en tout cas dans le software qu'on voit, se passent généralement assez mal. C'est-à-dire que ça se passe très bien pour les fondateurs et les employés et les investisseurs, mais pas forcément bien pour le produit, au sens où la plupart des produits finalement disparaissent quand ils ont été intégrés par une très grosse organisation. Et la plupart des boîtes qui marchent, des outils, des produits, des logiciels qui vont rester dans le temps sont des entreprises indépendantes. Et donc j'espère qu'on restera une entreprise indépendante, ce qui veut dire être cotée. On a encore quelques années de boulot. Frédéric, vous vouliez ajouter quelque chose? Est-ce que l'IPO, c'est forcément le Graal des entreprises accompagnées par des fonds de private equity? Peut-être un peu, oui. Ouais. Après, ça dépend de la conjoncture. Mais est-ce que ça correspond, est-ce que ça convient à tout le monde, à tous les types de situations? Et Emmanuel est dans un cas particulier. Il est patron chez lui, il a un fonds minoritaire. Le fonds, il a de l'influence, il apporte de la valeur et du capital, mais c'est Emmanuel et son associé qui pilotent la destinée de l'entreprise. Ouais. Le fait d'être coté, en bonne entente avec le fonds. bien sûr, en bonne intelligence avec le fonds. Mais ce qui va changer le jour où vous êtes coté, c'est pas grand-chose. C'est juste vous allez rendre plus de comptes au marché avec une fréquence différente. L'horizon de temps ne sera pas le même. Mais en ce qui vous concerne, vous n'êtes pas en train de passer d'un statut de majoritaire à un statut minoritaire. Ça ne changera rien. Vous resterez majoritaire coté. À supposer que les prochaines levées de fonds Vous le permettent. on puisse continuer à être majoritaire, et je l'espère bien. Ouais. Emmanuel Strachnov, cofondateur, co-CEO de Bubble, vous restez avec nous, vous êtes notre fil rouge de cette émission. Merci Frédéric Stollard, on se retrouve en fin d'émission pour répondre aux questions des membres du public. On va maintenant vous emmener dans les coulisses du private equity, au cœur des fonds.